En fait, j'ai écrit ce livre parce que j'étais très surpris par la rapidité par laquelle ce mot est devenu incontournable, autant dans le monde associatif que dans le monde gouvernemental, que dans le monde universitaire et dans le débat public en général. Et je me suis demandé d'où diantre venait ce terme qui n'a été développé par, au fond, aucun penseur, aucune école, même aucune communauté, mais qui nous est apparu de haut. Il s'agit d'un terme subventionné, le plus souvent, et d'un néologisme, au fond, dont on n'avait pas tellement besoin, parce que le mot gestion faisait l'affaire. Mais qu'est-ce que c'est que la gouvernance? C'est la gestion hissée au rang de la politique. C'est la gestion qui se substitue à la politique, et qui, au fond, naturalise une politique qui est la politique néolibérale. Pourquoi avoir abordé, au fond, la question de la gouvernance sous la forme de 50 prémices? C'est parce qu'au fond, la gouvernance elle-même, lorsqu'on lit ce que j'ai fait, les textes qui la présentent, disons, comme telle, hein, comme notion, si on veut, reçoit à peu près autant de définitions qu'il y a de gens qui l'utilisent. Je me suis trouvé confronté dans mes travaux à un terme dont l'usage était au fond concassé, azimuté, par des auteurs qui lui confèrent une signification souvent contradictoire. Et j'aurais eu, si en fond j'avais construit mon livre sur le mode d'une argumentation, disons, classique, j'aurais eu à conférer de la cohérence à un terme qui n'en a pas. Alors j'ai accepté, au fond, j'ai accusé le caractère éclaté de ce vocable, qui n'est au fond ni un concept, ni une notion, ni même une idéologie, une sorte de vocable passe-partout, un mot valise aujourd'hui qui sert plus à embrouiller les esprits qu'à, disons, aiguiser quelques sens d'analyse, en suivant un petit peu vers quelle direction on faisait, disons, miroiter ce mot en l'utilisant de cette façon. En fait, le mot gouvernance a existé au Moyen-Âge, à une époque où l'activité gouvernementale n'avait absolument rien à voir avec ce qu'elle est dans la modernité, pour parler vite. Essentiellement, la gouvernance renvoyait aussi à des injonctions morales, hein, bien se gouverner soi-même. Hein. Donc, on tombe sur des écrits anciens qui disent, par exemple, oh, que la malgouvernance mène à puante fin, ou ainsi de suite. Bon, on a des textes comme ça qui renvoient, au fond, à une tenue. Et éventuellement aussi à une activité gouvernementale, on insiste encore une fois pour dire qu'elle n'a pas de fond commune mesure avec ce qu'elle est devenue après. Ensuite, ce terme est complètement tombé dans l'oubli, et on l'a ressuscité dans le monde anglo-saxon, dans les théories de la gestion, quand il s'est agi, au fond, lorsque les empires organisationnels privés sont devenus très très grands, et qu'il s'est agi de gérer donc des multinationales, qui étaient pratiquement des villes, là, quand on considère le nombre d'employés, effectivement le nombre de filiales, toutes les sous-organisations. Donc la gouvernance a désigné une sorte de théorie de la gestion qui consiste au fond à réfléchir à la répartition des pouvoirs dans un grand groupe privé. Et on peut dire, pour aller vite, que la gouvernance a été, en quelque sorte, à une entreprise de cette taille, ce que la Constitution est à un État. C'est-à-dire, au fond, un texte témoignant d'un cadre à l'intérieur duquel on attribue à qui revient un certain nombre de décisions, entre, par exemple, les actionnaires, les administrateurs, les cadres, les employés, bon, ainsi de suite. Il ne s'en est fallu qu'un pas pour qu'on inverse le rapport référentiel. Et ce pas, Margaret Thatcher l'a franchi, à savoir que plutôt que de dire que la gouvernance consistait à penser pour l'entreprise privée ce qui est l'équivalent d'une constitution pour un État, on a inversé le rapport, on dit au fond la constitution d'un État c'est un peu la gouvernance du dit État. Et qu'au fond si, dans l'optique de Margaret Thatcher, on veut gérer l'État sur un mode efficace, dans un esprit, au fond, concurrentiel, d'excellence, de mise au pas du personnel, de réduction des coûts, ainsi de suite, donc dans une optique
managérial, et bon, on va adapter le discours managérial pour penser l'État. Donc on va parler de gouvernance. Et donc on va évidemment resserrer les pôles de décision, on va au fond resserrer les contrôles sur ceux qui travaillent, on va éventuellement couper dans les services, couper dans le personnel, et ainsi de suite. Et surtout, on va définir l'État comme étant efficace. Il aide l'entreprise privée elle-même et le secteur privé lui-même à croître, à éclore. Et donc ce terme, cette définition, cette approche a servi la Banque mondiale qui l'a élargi à la sphère globale et surtout aux pays du Sud, au fond, en présentant aux pays du Sud cette théorie, à savoir qu'ils devaient eux-mêmes faire preuve de bonne gouvernance, c'est-à-dire adapter leur État de façon à attirer le capital international, sous peine de quoi les États du Sud passeraient pour étant les responsables de leur situation de pauvreté endémique. À savoir que bon, si le grand capital ne s'intéresse pas à vous, c'est comme vous n'avez pas aménagé votre législation de façon à l'attirer. L'exemple de mines en Afrique. Tout à fait, ou même encore, on pourrait citer le cas de Haïti aujourd'hui, qui est un laboratoire de la gouvernance, à savoir qu'il n'y a plus du tout d'institutions. C'est ça la gouvernance, il n'y a plus du tout d'institutions qui veillent à cette notion précieuse, qui est celle du bien commun, de la chose publique. Il n'y en a plus. On n'a plus que des partenaires qui sont en quelque sorte éclatés dans une sorte d'état de nature que l'on célèbre, et qui négocient entre eux des partenariats multiples sur la base d'intérêts privés. C'est ça, au fond, la gouvernance, c'est la dissolution de la notion de chose commune, la notion de chose publique. C'est aussi la substitution de termes anciens tels que la politique, la démocratie, la citoyenneté, par le discours managérial de la gestion, de l'empowerment, du développement durable, la sécurité humaine, de la responsabilité sociale des entreprises, au fond de toute cette quincaillerie conceptuelle qui consiste à nous faire penser qu'au fond, tout ce qui concerne le bien public est de l'ordre d'une bonne gestion et non d'enjeux politiques qui se pensent sur la base des principes et qui font nécessairement l'objet infini de débats publics dans l'histoire. La gouvernance consiste effectivement à diffuser la responsabilité quant à les décisions, aux décisions d'intérêt public. À faire comme si, au fond, déjà l'État ou toute forme que l'on puisse imaginer d'institution veillant au bien commun ne soit plus représentée que comme, au fond, la chose d'un groupe d'intérêt particulier. L'État, ce n'est plus qu'une coterie d'avares ou un groupe élitiste dont il faut se méfier. L'État, c'est la chose de quelques fonctionnaires et de quelques élus qui, à la rigueur, abusent tendanciellement de leur pouvoir, dont il faut se méfier. Et donc, il faut flanquer l'État d'une myriade d'associations appartenant à ce qu'on appelle subitement non plus le peuple, mais la société civile, qui est organisée elle-même sur la base de la théorie de la gouvernance, sur un plan associatif ou syndical à la rigueur. Et par ailleurs, tout le secteur privé, qui regroupe la finance, l'industrie, le commerce. Et on fait comme si, au fond, désormais, la vie publique se pensait sur un plan prétendument horizontal, entre tous ces acteurs, à savoir qu'ils négocient entre eux sur la base d'intérêts propres, sans que jamais ne soit nommé, formalisé, thématisé le bien commun, l'intérêt général. On discute comme ça sur cette base. Et c'est là que, au fond, apparaissent finement dans les manuels, les organones, les textes, disons, fondamentaux de la gouvernance, à savoir qu'on doit admettre que les acteurs sont inégaux. Il s'entend que lorsqu'on est des gens de bonne volonté, on collabore avec son prochain, puisqu'on est d'une histoire et d'une collectivité. Collaborer dans l'optique de la gouvernance signifie tenter de mettre en rapport ses intérêts propres avec ceux des autres. On le fait sur la base d'un projet qui consiste en un point de ralliement des différents acteurs de la société civile. Ces projets-là sont nécessairement définis ou initiés par des acteurs plus puissants que les autres et sont nécessairement, dans les textes dont je parle, de nature commerciale, industrielle ou financière. C'est une dynamique de consentement. Tout à fait. C'est que plutôt que d'imposer un mode, plutôt que d'imposer un ordre, plutôt que d'imposer un régime,
on suscite l'adhésion, au fond, en invitant les partenaires que deviennent les citoyens, qui ne sont plus des citoyens, mais des parties prenantes, là, des stakeholders. Là. On les invite à participer à des partenariats. En anglais, le terme est fort, c'est venture, et là, on est très clairement dans une connotation commerciale. Donc, on les invite à prendre part à un partenariat qui consiste, au fond, pour tout le monde, à greffer leurs intérêts, petits ou moyens, à celui des grands, en répartissant un petit peu les rôles en fonction de la puissance de chacun. Là, on appellera ça démocratie participative. Vous êtes petit, gérez une fraction de budget entre vous, vous déciderez si vous construisez un stade de foot ou une route, et pendant ce temps-là, les puissants de ce monde s'occuperont des choses sérieuses. Donc on est dans cette dynamique dont il s'ensuit, au fond, une dissolution non seulement du débat public, mais je dirais du patrimoine intellectuel qui est celui de tous et chacun, à savoir les mots qui jadis nous permettaient de penser tout à fait autrement l'organisation collectivité. Quand on fait un livre j'oserais dire de philosophie, en tout cas un livre qui s'inscrit sur un plan conceptuel, on se trouve au fur et à mesure qu'on travaille à découvrir des objets qu'on ne soupçonnait pas d'avoir. Et je me rends compte au fond qu'il y a deux pays où la question de la gouvernance se pose d'une manière criarde. C'est Haïti et la Belgique. Haïti, parce qu'Haïti est un laboratoire de la gouvernance, à savoir que l'État a été complètement marginalisé à titre de partenaire parmi tant d'autres, où là il y a une myriade d'ONG qui ont elles-mêmes des bailleurs de fonds par 100 et par 1000, qui décident entre elles un peu de la façon dont elles vont organiser dans un chaos total la relance économique d'une île qui est martyrisée, pour toutes sortes de raisons depuis des années. Vraiment sur un mode où même les institutions publiques comme notion se trouvent à disparaître. Donc c'est un cas particulier. L'autre cas, c'est la Belgique, dans la mesure où l'Union européenne, qui a quand même son siège à Bruxelles, fait l'objet de tout un développement théorique, à savoir que désormais, on est dans une ère qui ne procède plus de la souveraineté de l'État et de formes traditionnelles, au fond, de reconnaissance du pouvoir et des contre-pouvoirs, mais sur le mode de la gouvernance. Il y a vraiment une opposition, si on lit qu'un politologue comme Zaki Laïdi, c'est très clair, il y a une opposition entre la vieille façon péjorative des États de fonctionner sur des modes archaïques, disons, pour reprendre un petit peu le vocabulaire induit, et d'autre part, la moderne et radieuse gouvernance qui consiste à permettre à des partenaires de discuter sur un mode ouvert, par rapport à la soft law. Et là, il y a tout un jargon managérial qui est tiré du monde anglo-saxon, là, à savoir qu'on va, à partir de là, développer des politiques un peu sur un mode pseudo-immanent, quoi. Et bien sûr, quand on suit ces logiques-là, on se rend compte qu'au bout du compte, les acteurs à même de participer à la vie publique sont des lobbies qui représentent toujours des intérêts particuliers ou qui présentent des intérêts collectifs, s'il y en a, sur un mode particulier, comme par exemple un commissaire qui aura à trancher entre Danone ou Nestlé, en ayant écouté un petit peu Greenpeace ou je ne sais trop quelle association de consommateurs, mais sur un mode tout à fait marginal, et en tranchant entre des lobbies qui sont, au fond, des signataires de plaidoiries qui n'ont plus rien à voir là avec des enjeux communs, mais strictement entre des enjeux privés qu'un commissaire arbitrera, un peu à la manière d'un juge qui fait face à deux équipes d'avocats et qui est forcément plus sensible à l'équipe qui est mieux nantie, qui a les meilleures représentations, mais sans pour autant qu'on soit encore conscient de ce qui relève fondamentalement de la politique, de la démocratie et du bien commun. Voilà, de nouveau, je vous remercie.